On reçoit Madame Claude Mangin-Asfari, militante donc, des droits de l'homme. Merci d'être avec nous. Bonsoir madame. On parle de Nahama Asfari, votre époux, qui a été arrêté en 2010, peu avant l'assaut marocain sur le camp de résistance pacifique de Gdeim-Izik. Mais on ne dit pas assez que votre époux avait été la cible bien avant des forces d'occupation marocaines et arrêté à 3 reprises entre 2005, 2008 et 2009. Votre combat donc, pour le recouvrement de ses droits en tant que citoyen a donc commencé bien avant Gdeim-Izik. Il semble difficile de voir de l'espoir aujourd'hui dans son dossier. Alors, comme c'est un dossier politique, on a toujours de l'espoir. Mais il faudrait que les hommes politiques et les femmes politiques fassent leur travail. Et on voit ces jours-ci avec le Maroc-Gate qu'au lieu de faire leur travail, ils sont une partie de la question et pas une partie de la solution. Mais on garde espoir et de toute façon, les prisonniers politiques, eux, comptent sur nous pour être leur porte-parole. Et tout le peuple sahraoui résiste et résistera toujours jusqu'à recouvrer leurs terres. Mais pourquoi précisément Nahama Asfari? Pourquoi il a été autant ciblé par les forces d'occupation marocaines? Eh bien, d'abord parce qu'il fait partie d'une grande famille sahraoui dont les parents étaient déjà des militants. Son papa avait été le premier sahraoui à être arrêté en février 1976 à Tantan, devant son magasin. Il a donné ses clés à son fils qui avait 7 ans à l'époque en disant « va vers ta mère ». Et il a disparu pendant 16 ans dans les geôles de Hassan II. Et sa maman était aussi une grande militante. Je ne l'ai hélas pas connue puisqu'elle est morte quand Nama avait 13 ans et ses petits frères avaient était plus jeune aussi. Elle est morte d'un cancer après avoir inlassablement cherché des traces de son mari auprès de tous les ministères à Rabat. Et finalement, elle est morte de cette maladie qui est aussi souvent liée au stress. Donc aujourd'hui, l'histoire s'est répétée avec votre époux qui est détenu. Vous dites, vous avez été souvent interdite de visite à la prison où votre mari est incarcéré. Vous dites, venir au Maroc pour le Sahara occidental est comme si vous étiez un hors-la-loi. Je suis une terroriste au Maroc. Alors je dis jamais ce mot. Alors ça a été repris, ah oui, peut-être le Maroc le dit, bien sûr, mais moi je dis toujours je suis une résistante. Non, vous êtes considérée et traitée comme une terroriste au Maroc, c'est ce qui est dit. Là on est bien d'accord et ils utilisent même des termes complètement hallucinants dans leur presse que j'appelle la presse de caniveau. Mais vous êtes traitée en tant que telle. Comme le 360, ils me traitent de la chrétienne épouse de l'égorgeur. Oui, pourquoi cette nuance revient souvent dans la presse marocaine? Pourquoi ils parlent de chrétienne? Parce qu'en fait, je pense que j'ai été défendue, et Nama aussi, par l'association chrétienne pour l'abolition de la torture et de la peine de mort. Et bon, donc apparemment c'est enfin, je veux dire, c'est incroyable quoi, de nous traiter comme ça. Quant à l'égorgeur, eh ben, je pense que c'est tout simplement parce que, comme m'avait dit l'actuelle présidente du Conseil national des droits de l'homme, dont je ne citerai pas le nom au Maroc, mais qui à l'époque me recevait, et jusqu'à ce qu'elle parle du modus operandi algérien, c'est-à-dire l'égorgement qu'auraient subi les victimes des forces de l'ordre de Gdeim-Izik, alors qu'on n'a jamais vu ni les corps ni les noms. Les 11 policiers que le Maroc... Voilà. Donc voilà ce qu'aurait fait mon mari, alors qu'effectivement il était déjà dans les mains de la DST la veille de l'assaut. Quant aux autres 24 prisonniers de Gdeim-Izik, qui sont maintenant plus que 19, puisqu'il y en a un qui est hélas décédé et 4 qui ont été libérés à l'issue des deux procès. Les autres, ils étaient pas, enfin, il n'y a pas eu de flagrant délit. C'est-à-dire qu'on les a ciblés parce qu'ils sont des défenseurs des droits humains, parce qu'ils étaient responsables d'ONG sahraouis contre le pillage des ressources naturelles, par exemple. Et mon mari était un porte-parole du camp de Gdeim-Izik auprès de la presse internationale, et puis bien connu des services parce que quelqu'un qui est capable de parler à l'étranger, qui est un intellectuel, qui est un philosophe aussi, et donc c'est vraiment leur ennemi public numéro 1. Et en me visant moi, c'est-à-dire en m'empêchant d'aller le voir, ils espèrent casser Nama, mais ils n'y arriveront pas, parce qu'ils n'ont pas encore compris qu'on n'a pas besoin de se voir pour s'aimer, et que heureusement, quand même, il faut quand même leur reconnaître qu'ils nous donnent le droit 5 minutes, 2 fois par semaine, de téléphoner. Mais c'est lui qui m'appelle, parce que moi, je n'ai pas le droit de l'appeler, et c'est sur le téléphone de la prison, et toujours en présence d'un gardien francophone. Donc c'est 5 fois 2 minutes par semaine, non, c'est 2 fois 5 minutes par semaine, sont très très précieuses pour moi, mais aussi pour lui,
Par exemple, j'ai quitté Paris depuis maintenant 2 semaines, puisque j'étais dans les campements pendant 8 jours et maintenant sur l'Algérie. Donc nous ne nous sommes pas parlé depuis 15 jours parce que c'est trop compliqué, puisqu'il faudrait que j'attende son coup de fil. Vous l'avez vu la dernière fois, en 2019, vous avez été 5 fois, à 5 reprises expulsé du Maroc. Est-ce que vous connaissez réellement les conditions de sa détention? Alors, bon, bien sûr non, puisque personne n'a le droit d'entrer en prison. Je rappelle qu'aucun des avocats des prisonniers de Gdeim sont autorisés à aller voir les prisonniers. Le CICR n'a pas le droit non plus d'y aller, alors que c'est vraiment une cause qui est, selon les conventions de Genève, dans le mandat du CICR. Mais au Maroc, c'est l'exception, comme on dit toujours. Donc, personne n'a le droit d'aller le voir, sauf les familles. Et encore, c'est très, très limité, puisque les familles ont droit qu'à 15 minutes par semaine. Donc, vous imaginez, déjà, il faut qu'ils viennent de l'Aïoun. Ça coûte très cher. Oui. Et plus, pour rester 15 minutes avec leurs prisonniers par semaine, ça veut dire qu'il faudrait qu'ils restent plusieurs semaines. Et ils n'ont absolument pas les moyens de se loger et de se nourrir longuement. Mais de ce qu'ils vous ont dit, en tout cas. Alors, de téléphone. Dit, écoutez, il y a un livre que vous pourriez tout à fait lire et peut-être même inviter l'auteur. Il s'agit de monsieur Hicham Mansouri, un journaliste marocain qui est en exil en France et qui a écrit La vie dans les prisons et tout le système de corruption lié et qui est d'enrichissement de tout le système de la détention au Maroc dans son livre. Et il a vécu 1 an, il a été condamné à la prison. Il a fait 1 an à la prison Zaki avec les prisonniers de Gdeim Izik. Donc, invitez-le un jour pour qu'il vous parle de sa détention. Donc, effectivement, il y a quelques visites des familles de prisonniers. Au mois de mai, nous avons organisé une rencontre des familles à Rabat, mois de mai 2022. Ça faisait depuis la fin du procès, depuis 2017, que la plupart n'avaient pas rencontré leurs prisonniers. Donc ceux qui étaient en prison dans les parages de Rabat ont pu aller voir leurs prisonniers, encore que, pas toutes, puisque vous voyez comment ils sont, l'arbitraire total, puisque une femme d'un des prisonniers qui n'avait pas été le voir depuis 6 ans, elle n'a pas été autorisée à le voir, à voir son mari, parce qu'elle n'avait pas le certificat Covid. Alors que ceux qui étaient dans l'autre prison de Tiflet, qui est pourtant une prison disciplinaire, ils ont eu le droit d'entrer. Donc dans un cas avec très arbitraire, voilà, très arbitraire, en tout cas. Donc, je reviens aux conditions de détention de votre mari, de ce qu'ils vous ont dit. Voilà. Est-ce que vous avez dit il y a quelque temps que vous pensiez qu'une fois qu'il serait en prison, il serait plus ou moins tranquille entre guillemets. Mais ça n'a pas été le cas. Il a subi des humiliations, des brutalités. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? C'est-à-dire que après le 2e procès, on pensait qu'ils étaient de nouveau condamnés et définitivement, puisque la Cour de cassation s'est prononcée sans qu'on ait d'ailleurs jamais eu l'arrêt de la Cour de cassation. Les avocats l'ont jamais eu en main, et nous non plus. Donc effectivement. Pour quelle raison, à votre avis? Pour les raisons, moi je dis toujours, c'est la vengeance coloniale. On ne nous donne pas les éléments parce qu'ils considèrent les Sahraouis comme un sous-peuple qui n'a pas besoin d'avoir les honneurs du droit international. Et donc, ça aussi, c'est... Voilà. Et donc, effectivement, après le 2e procès, ils ont été dispersés dans cette prison, ce qui a donc démantelé le groupe politique de Gdeim Izik, qui était quand même une protection pour eux, qui était le cas à Zaki, à Salé, dans la banlieue de Rabat. Donc dans cette prison, et dans certaines prisons, ils sont seuls. Bon, dans la prison de Nama, à Kenitra, ils sont 7, dans le même quartier. Et donc c'est déjà mieux que rien. Et tout ce qui est dénoncé par la Ligue de protection des prisonniers politiques sahraouis ou par le CODESA, le comité de défense des droits de l'homme sahraoui de l'Aïoun, est repris par le Haut Conseil des droits de l'homme et écrit dans les mécanismes spéciaux, c'est-à-dire que c'est dans le rapport des représailles du secrétaire général des Nations Unies, tout ça est écrit, documenté. Eh bien, c'est hélas vrai, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas droit, ils n'ont pas accès aux médecins. Tout ce qu'on leur donne à la rigueur, c'est un comprimé de Doliprane. Donc ils n'ont pas droit aux médecins. Mon mari n'a pas droit à l'ophtalmo, par exemple, alors que depuis maintenant 12 ans, il a les lunettes de l'époque qui sont très très insuffisantes. Heureusement, il continue de pouvoir lire. Ils n'ont pas droit aux dentistes. On leur donne seulement un Doliprane, ou alors on leur propose d'arracher la dent.
Donc voilà, ils n'ont pas droit à la cour, à la grande cour de promenade où ils pourraient être au soleil. Ils ont une petite cour à l'ombre. Ils n'ont pas droit à la salle de sport. Ils n'ont pas droit à la bibliothèque. Bref. Donc il n'y a pas les conditions normales, et quand on le dénonce, parce que j'ai le droit de le dénoncer auprès du comité contre la torture, comme toutes les représailles, et le Maroc est obligé de répondre par écrit. Quand nous le dénonçons, il répond par écrit des mensonges. Des mensonges. Alors, qu'est-ce qui précisément dans l'action que vous menez, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, pour faire libérer votre mari, a fait le plus de mal, selon vous, au régime d'occupation marocaine du Sahara occidental, du territoire du Sahara occidental? Bon, je crois que ce qui fait le plus de mal, c'est que je continue imperturbable à prendre la parole. Et comme vous me donnez l'occasion aujourd'hui, et en plus chez l'ennemi, quand même, l'Algérie, donc ça leur fait beaucoup de mal. Et puis, parce que j'ai jamais arrêté de dénoncer. Même quand ils ont fait pression sur le ministère des Affaires étrangères français en leur disant, mais elle s'exprime en Allemagne, elle s'exprime en France, elle s'exprime partout. C'est-à-dire, on m'a rapporté ces paroles-là. J'ai dit, attendez, je suis française, j'ai encore le droit de parler en France et en Europe. Qu'ils ne m'accueillent pas là-bas. Comme dit le président Macron dans ses courriers ou M. Le Drian dans ses courriers quand il répond aux députés que je fais écrire, il répond le Maroc est souverain. Ok, il est souverain, mais il est aussi souverain en France, puisqu'il m'empêche de parler dans les réunions publiques comment ils envoyaient, par exemple, un commando de 5 sbires à l'église du Temple Neuf à Strasbourg le 2 décembre 2018, où ils ont coupé la parole à tout le monde, et ils ont dit que j'étais une femme horrible, et que, voilà, donc la soirée s'est terminée comme ça. Donc voilà comment ils se comportent en France, en toute impunité, puisque quand on va porter plainte, aussi ça ne donne jamais suite. Il y a eu cette histoire aussi d'un conseil municipal dans votre ville, c'était en 2018 aussi. Alors non, c'était juste avant qu'éclate que soit dénoncé le scandale de Pegasus, et ça l'a expliqué a posteriori. Effectivement, le 30 juin. C'est le conseil municipal qui avait été interrompu. Voilà, qui avait été interrompu. Chahuté. Voilà, c'est-à-dire qu'une enceinte sacrée et inviolable telle que le conseil municipal, où tout le monde a le droit d'entrer à condition de se tenir correctement, les Marocains n'ont pas hésité à envoyer un pseudo-journaliste pour filmer. Ils ont fait une manifestation devant etc. Ça s'est terminé à huis clos, tout simplement parce que nous avons la porte-parole du parti de Macron, Madame Rachida Kaout, qui est une Marocaine et qui a été mise là exprès pour contrer le maire, mais grâce à Dieu. Son discours avait été repris d'ailleurs par la presse, très largement repris par la presse marocaine à l'époque. Votre téléphone personnel a révélé que vous avez été étroitement espionné, comme je le disais, par les services de renseignement marocains via Pegasus, développé par une société israélienne, il faut le rappeler, Anasso Group. Est-ce que des condamnations peuvent être obtenues? Il y a des plaintes un peu partout dans le monde, pas rien qu'en France, aux États-Unis. Il y a aussi des Marocains, des opposants marocains qui ont été espionnés un peu partout à travers Mansouri, dont je parlais tout à l'heure, qui est surveillé. Donc, quelles condamnations peuvent être obtenues? Alors moi, tout ce que je sais, c'est que l'affaire est en cours, puisque donc en même temps que moi, on a été 4 à porter plainte, puisque avec mon avocat par lequel mon téléphone a été infesté. Moi, j'ai infesté le téléphone de mon maire, Philippe Bouissou, et de Oubi Bouchraya, le représentant à l'époque en France du Polisario. Donc nous avons porté plainte. Où en est cette affaire précisément? Voilà, nous avons porté plainte et nous avons été interrogés par les agents de l'enquête de l'ANSSI. L'ANSSI, c'est l'Agence nationale de surveillance des opérations numériques qui dépend du ministère de l'Intérieur. Donc ils ont fait leur travail très sérieusement. Ils ont eux aussi investigué nos téléphones. Donc ça a été enregistré. Et notre avocat, Joseph Réam, vient de m'apprendre que le juge d'instruction a été nommé. C'est-à-dire, c'est Monsieur Tourner, quelqu'un qui est bien connu, en tout cas du public, puisque moi je connaissais son nom pour l'avoir vu à la télévision, qui a travaillé pour le parquet national financier et pour toutes les affaires de corruption. Donc c'est plutôt bon signe que ce soit lui qui prenne l'affaire. Après, ça fait que commencer. Et comme vous le savez, la justice a peu de moyens, et là c'est une grosse affaire, puisque c'est des centaines, voire des milliers de Français qu'il va falloir recouper, interroger, etc. Alors aujourd'hui, Rabat nie complètement le fait d'avoir exploité évidemment ce logiciel espion. Le Maroc a déposé 15 plaintes auprès de juridictions françaises pour diffamation. Elles ont toutes été jugées irrecevables, elles ont été déboutées. Un rapport d'un média américain spécialisé, j'aimerais vous faire réagir sur... Parce qu'il y a une campagne marocaine médiatiquement très intense pour se laver de ce scandale de Pegasus.
Donc il y a ce rapport d'un média américain spécialisé dans la cybersécurité, assez peu connu d'ailleurs, qui affirme qu'il n'existe pas un lien scientifique aujourd'hui entre Pegasus et le Maroc et qu'une adresse ou deux, une adresse IP, ne confirme rien, ne prouve rien. Vous qui avez été, dont le téléphone a été infecté 128 fois dans une période très courte, qu'est-ce que vous répondez à ce type de... Je réponds que c'est encore de la corruption du système marocain pour cette agence qui est mensongère. Mais ce qui est incroyable, c'est que c'est toujours repris dans les médias et dans les européens. Oui. C'est-à-dire que en faisant ça, le Maroc utilise ce qu'on appelle la justice bâillon, c'est-à-dire qu'il occupe le terrain, oui. L'avocat, on lui donne la parole, oui. et donc, alors qu'il sait très bien que tout ça sera toujours irrecevable, et j'ai même lu qu'ils avaient fait appel. Hein. Oui. Donc comme ça, on parle sur les 15 plaintes. Voilà, oui. on parle d'eux, etc. Or, en fait, mon cas propre, en tant que victime, voilà, en tant que victime, en tant que Claude Mangin, prouve que c'est le Maroc qui surveille. Pourquoi? Parce que moi, je suis une citoyenne lambda, une petite prof de la banlieue parisienne. Et pourquoi le Maroc mettrait autant de moyens financiers pour me surveiller au jour le jour, si ce n'était pas parce que je suis l'épouse de Nama Asfari? Donc rien que mon cas, au moins, prouve que c'est bien le Maroc qui surveille. Et votre avocat et le maire de votre ville aussi sont étroitement concernés par la cause sahraoui. En plainte, ils espèrent décourager les journalistes, mais ça c'est le contraire qui s'est produit, puisque si j'ai pu emmener 7 journaux nationaux à Tindouf en octobre 2021, c'est bien à cause de ça. Il y avait 2 raisons. D'abord parce qu'il y avait eu la reprise de la guerre le 20 novembre 2020 et que les journalistes veulent toujours aller voir le terrain, c'est bien normal. J'aimerais d'ailleurs bien qu'ils aillent voir le terrain du côté du Sahara occidental occupé qui est interdit aux journalistes, mais là encore personne n'ose y aller parce qu'ils sont toujours expulsés, donc il faudrait qu'ils y aillent. Mais ils sont venus avec moi à Tindouf en octobre 2021 à cause de ça, parce qu'ils en ont vraiment, pour eux, le Maroc est devenu la bête noire, parce qu'ils ont été surveillés, ils ont été diffamés, et donc, à savoir, le Canard enchaîné, Mediapart, Le Monde et l'Humanité ont eu leurs journaux, il y a eu procès, enfin, il y a eu audience et surveillance de leurs journalistes. Donc, je crois que vraiment le Maroc a perdu toute crédibilité, en tout cas, depuis cette affaire-là. C'est d'ailleurs un consortium très, très grand, très large de la presse française essentiellement, et américaine aussi, dont les journalistes, de grands quotidiens. Même le Washington Post c'est ce que j'allais dire, m'interviewer chez moi. Qui ont été espionnés par le Maroc. Alors, l'affaire de corruption par le Maroc d'eurodéputés pour soutenir ses thèses sur le Sahara occidental, on y vient aussi. 3 personnes sont actuellement en détention provisoire en Belgique, dont Pierre Antonio Panzeri, un ancien député entre 2004 et 2019. Et il est le personnage central dans ce dossier. Il a négocié une peine de prison limitée en échange, et bien évidemment, de l'engagement de livrer aux enquêteurs tout ce qu'il sait de ce système de corruption qu'il a admis avoir orchestré. Est-ce que ce scandale, selon vous, peut, selon vous, dissoudre la politique européenne de soutien à la colonisation marocaine du Sahara occidental ? Écoutez, j'espère bien, parce que là, c'est toute la crédibilité de la démocratie européenne dont on est si fier, à juste raison, je crois, mais là, ça remet en cause surtout le rôle des députés que nous avons élus, nous les citoyens. Oui. On n'a pas élu des députés pour qu'ils acceptent les cadeaux d'une puissance en plus coloniale et corruptrice. Donc c'est vrai que, bon, moi, ça m'a pas étonné puisque ça fait maintenant 30 ans qu'on dénonce ça, sauf qu'on n'était pas cru. On nous disait, vous êtes aux ordres d'une puissance étrangère qui vous paye. Vous connaissez tout le vocabulaire. Est-ce que vous pensez que ça peut faire bouger les lignes, notamment en Europe, et qu'il n'y ait plus ce soutien, ou en tout cas cette inertie, cette passivité? En tout cas, ça va déborder sur la France, parce que regardez déjà l'article de l'Humanité de Rosa Moussaoui la semaine dernière sur le sénateur Cambon, président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat et président du groupe d'amitié France-Maroc, où elle cite pendant un article entier tout ce que ce monsieur fait au service du Maroc, au sein du Parlement français. Et donc ça, c'est de la corruption active, mais il y a aussi toute la corruption passive, et puis même l'ignorance, ça devient presque une corruption, parce que, comment dire, par exemple, il y a une sénatrice qui est allée à l'Ayoun à l'automne dernier, alors qu'elle est membre de la Commission de la Défense et des Affaires étrangères du Sénat, donc elle ne pouvait pas ignorer qu'en allant là-bas, elle risquait au moins d'être piégée. Oui. Alors, je pense qu'elle a sans doute été piégée, mais comment on peut se faire piéger quand on connaît M. Cambon, enfin, quand on connaît tout ça. Donc, moi, je suis quand même, donc j'ose croire qu'elle est ignorante, mais à son niveau,
c'est presque... de la complicité, ce qu'on veut dire. Et donc, voilà, moi j'attends que ce fil qui a été tiré par le Maroc Gate, qu'on pourrait nommer Europe Gate, va tout à fait continuer et même aboutir peut-être à des mises en examen, parce que c'est quand même les services secrets français qui, avec les services secrets belges, qui sont arrivés au flagrant délit des millions d'euros distribués comme ça. On parle de 180 000 euros au total et de cadeaux, de voyages qui ont été offerts par le régime du Marzen, donc pour soudoyer des eurodéputés. Un reportage diffusé sur la chaîne italienne Rai 3 a fait savoir que Rabat a mené des actions d'ingérence au sein de plusieurs autres institutions européenne. Il n'y a pas que le Parlement, certainement la Commission européenne. Il y avait déjà des doutes là-dessus. Est-ce que vous pensez que aujourd'hui l'Europe va assumer ce scandale jusqu'au bout, qui risque en tout cas d'emporter des centaines d'eurodéputés? Moi, je pense que de toute façon, les députés y ont intérêt, parce que déjà Manon Aubry de la GUE et de la France Insoumise l'a dit. S'ils ne veulent pas le faire pour la vérité, ils vont le faire pour leur propre poste. Puisqu'elle a dit en toutes lettres, il y a des élections l'année prochaine, si on veut être élu, il faut qu'on fasse le ménage. Donc peu importe les bonnes ou mauvaises raisons qu'elle va utiliser, puisqu'on sait bien que, hélas, les responsables de France Insoumise sont pro-marocains jusqu'à présent. En tout cas, je pense qu'ils ne vont pas laisser les choses se continuer comme ça. Mais moi, j'attends que ça arrive jusqu'au Sahara occidental. Parce que dans la résolution votée le 19 décembre, il n'y a pas un mot sur le Sahara occidental. Tout ce qu'ils dénoncent, et c'est énorme, puisque ça n'avait jamais été fait, c'est les méthodes contre les journalistes, la torture systématique, etc., le manque de liberté, le manque de libre parole. Ça, c'est dénoncé de manière extrêmement précise, mais maintenant, on sait très bien que ces méthodes sont utilisées aussi contre le peuple sahraoui et pour des raisons qui sont la décolonisation inachevée du territoire du Sahara occidental. Donc il faudra bien qu'ils aillent jusque-là. Parce que c'est vrai que le peuple marocain vit sous une oppression extraordinaire. D'ailleurs, il y aura une manifestation le 17 mars à Paris par l'ASDOM qui va le dénoncer. Mais bon, c'est leur roi, c'est leur État, mais nous, on travaille sur la question du Sahara occidental et tout ce qui est utilisé comme méthode tortionnaire est utilisé évidemment contre les Sahraouis, mais parce que les Sahraouis travaillent pour l'indépendance de leur État. Les Sahraouis sont censés être protégés par le droit humanitaire dans ce type de conflit, évidemment, qui n'est toujours pas résolu par les Nations Unies. Alors aujourd'hui, que les institutions internationales sont donc corrompues pour les institutions européennes ou inertes comme les Nations Unies et qui ont, il y a aussi eu des révélations sur des corruptions, des tentatives de corruption au sein des instances internationales comme les Nations Unies. Est-ce que là, c'est la société civile qui peut faire bouger les lignes? On a vu certaines initiatives politiques et juridiques qui ont abouti, qui ont fait connaître en tout cas davantage la cause sahraoui. Est-ce que c'est évident, c'est la clé finalement de ce conflit? C'est évident que c'est notre travail qui fait aboutir tout ça, puisque ce qui se passe actuellement à la Cour européenne de justice, avec la décision finale attendue de dire que les accords de libre-échange entre le Maroc et l'Europe sont nuls et non avenus, va être confirmée dans quelques mois. Donc l'année 2023, entre le Maroc Gate et cette condamnation définitive du pillage des richesses naturelles par le Maroc comme illégale parce que faite sur un territoire distinct du Maroc et donc qui relève du droit international humanitaire et donc c'est un crime de piller les ressources naturelles d'un territoire non autonome et fait en plus par une colonisation de peuplement, c'est aussi un crime de guerre. La condamnation des prisonniers politiques, c'est aussi des prisonniers de guerre selon le droit international des conventions de Genève signées par le Maroc et par le Polisario. Donc tout ça, à un moment donné, ça va aboutir, et ça va aboutir parce que le droit international, la Cour européenne de justice, ses décisions sont exécutoires. Donc même si la Commission avait fait un recours, bon, ça c'était pour gagner encore 2 ans, c'est fini. Ça veut dire qu'après, nous allons attaquer devant tous ces accords et donc le Maroc n'aura plus les moyens de financer son occupation parce qu'elle utilisait effectivement la vente de tous ces produits qui ne lui appartenaient pas. C'est un peu le ventre mou un peu de cette politique ou institution coloniale marocaine, c'est de l'attaquer sur le front juridique. C'est là où ça paye le plus en tout cas. De toute façon, on n'a pas le choix parce que nous ne sommes pas justement des terroristes, nous ne sommes pas des voyous comme eux, on n'a pas d'argent pour corrompre. Donc tout ce qu'on fait, c'est notre parole, c'est notre authenticité, c'est notre témoignage. Et le droit international
Parce que c'est pas qu'ils sont inertes. Les institutions internationales font leur travail. Les fonctionnaires des Nations Unies font leur travail. Oui, c'est au niveau Sauf du que c'est Conseil de après, sécurité. le politique ne fait pas son travail. On l'a vu que M. Koller a été obligé de démissionner parce qu'il n'était pas suivi par le Conseil et que M. de Mistura n'a pas le droit, après 2 tournées, à aller dans les territoires occupés, ce qui est complètement hallucinant. Oui. Alors c'est vrai que M. Omar Ilalé, l'ambassadeur du Maroc auprès des Nations Unies, qui a fait ce travail de sape à Genève et maintenant le fait à New York, est très 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 puissant, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Parce que nous sommes là et nous dénonçons ça. Et je dois dire qu'en ce moment même, il y a 3 jeunes Sahraouis qui font une grève de la faim illimitée depuis le 20 février. On en est au 15e jour. Ce sont des jeunes étudiants qui ont été condamnés uniquement parce qu'ils manifestaient pacifiquement. Ils ont été condamnés à des lourdes peines de 10 ans, 12 ans pour des choses... seulement parce qu'il y a une manifestation pour le droit à l'autodétermination. Et comme ils n'ont pas d'autres moyens de faire connaître leur emprisonnement, eh bien, ils sont à Itmeloul, dans la banlieue d'Agadir. Ils ont entamé une grève de la faim illimitée. Et on sait que ces grèves de la faim illimitée sur des personnes qui ont déjà été torturées, c'est vraiment Ça peut être fatal. Voilà, exactement. Et il faut préciser que les peines d'emprisonnement pour les Sahraouis ont été augmentées de manière... C'est-à-dire qu'au départ, il y en a eu quelques-uns, les étudiants du groupe El Wali, qui ont eu 3 ans, mais ceux-là ont eu 15 et 12 ans. C'est-à-dire que... Il n'y a plus de peine moins de 10 années pour les Sahraouis. Et ça, c'est incroyable, quoi. Et donc, toutes ces peines, il s'agit donc, je vais vous donner leur nom, parce qu'on est quand même devant votre télévision. Donc, il s'agit de El Hussein Amador, qui a été condamné à 12 ans, Abdelmoula Afidi, qui a été condamné à 10 ans, et Mohamed Salah Boujma Daha, qui a été condamné à 10 ans. Ouais. Donc, c'est des jeunes, et je crains que quand ils vont sortir, ce seront des vieillards, s'ils restent vivants. Claude Manja Asfari, je rappelle que vous êtes militante des droits de l'homme, épouse du militant des droits de l'homme, Naama Asfari. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci à vous.